Bien le bonjour, cher Padawan. Aujourd'hui, nous allons parler de Thomas Pesquet, l'astronaute qui est allé 6 mois dans l'espace pour effectuer la mission Proxima. Il est rentré en juin et a décidé de faire le tour de la France pour faire part de son expérience. Il a donc commencé le 18 octobre par Rouen, sa ville natale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai gagné un concours avec ma région et donc j'ai assisté à cette conférence de Thomas Pesquet et donc je voulais vous en parler. Tout d'abord, un court résumé en musique, let's go! Voilà, je viens de rentrer, réaction à chaud, c'est que c'était très bien, même si je suis déçu de ne pas avoir pu poser de questions, et de ne pas avoir pu avoir d'autographe ou de photos parce que tout le monde poussait. Là, je suis fatigué, donc je vais aller dormir et je vous ferai la suite demain. Ciao. Maintenant, je vais vous expliquer comment la soirée s'est globalement passée. Avant que Thomas Pesquet n'arrive, un groupe appelé les Christine était là pour mettre l'ambiance. Putain, mais sérieux les gars, Christine, c'est quoi ce nom pété encore? Bref, c'est pas mon style, mais ça fait passer le temps. Ensuite, pour que Thomas Pesquet arrive, on a fait un décompte pour faire référence au décollage de la fusée. Le truc, c'est que sur chaque siège, il y avait un drapeau normand, donc c'est vite parti en couille. Je suis fier d'être normand. Venez en Normandie. Ensuite, Thomas Pesquet est rentré, suivi de son collègue russe Oleg, parce que lui aussi était là, et suivi aussi d'une traductrice qui ne sait pas vraiment traduire. C'était mon deuxième rôle et je suis très contente que j'ai eu la chance d'avoir pendant ce deuxième rôle Thomas Pesquet, représentatif de la France. On a tous dit bonjour à Thomas, sauf un qui a pas compris et qui a écrit ouais. Bonsoir Thomas. Attendez, on va essayer un truc. Bonsoir Thomas. Ouais. T'inquiète pas, on t'en veut pas. Enfin, un tout petit peu. On a tous dit bonjour à Thomas, mais pour Oleg, tout le monde s'en foutait. Je trouve ça assez triste parce que durant toute la soirée, il n'a parlé que très peu. Il n'était pas obligé de venir, donc je trouve qu'on l'a pas vraiment honoré. Il s'ensuit 20 minutes de vidéo sur Thomas et sa mission Proxima, commentée par lui-même. Par exemple, il a parlé de ses entraînements intensifs, que ce soit des stages de survie comme de la spéléologie par exemple, se préparer aux conditions de la pesanteur, mais aussi un entraînement médical, préparer son corps à une perte de masse musculaire et osseuse, ou encore apprendre le russe. Apprendre le russe. Alors faire 10 heures de sport par jour, ok. Partir 6 mois sans voir ses proches, ok. Mais apprendre le russe? Mais tu m'as pris pour un fou ou quoi? Et oui, il faut apprendre le russe parce que là-bas, tout est en russe. Ensuite, il nous a expliqué pourquoi il est allé dans l'espace. Bah oui, il prenait pas des vacances. En 6 mois, il a dû effectuer 200 expériences, dont 50 européennes et 25 françaises. Cela montre bien l'importance qu'a la France dans ce milieu, puisque 25 expériences, c'est énorme. Parmi ces 200 expériences, il y en a de tout genre, comme la médecine, la science des matériaux, la biologie ou le physique des fluides par exemple. Et pour conserver leurs échantillons, les astronautes mettent ça dans une capsule de stockage pour les ramener sur Terre. Dans cette vidéo de 20 minutes, il a aussi répondu à la question que tout le monde se posait, ou peut-être que moi parce que je suis un morphane en fait. Comment ils se ravitaillent en nourriture? Ils reçoivent tout simplement des ravitaillements de Russie ou des États-Unis tous les 3 mois, et ils attrapent ça avec un bras robotique de 17 mètres. Stylé. Ensuite, il nous a parlé des sorties extravéhiculaires. Tu sais, c'est quand tu sors en scaphandre en mode Gravity. Il nous a expliqué qu'on leur a fait des scaphandres sur mesure et qu'ils se sont entraînés pour les sorties extravéhiculaires dans la plus grande piscine du monde à Houston. Lors des sorties extravéhiculaires, le chef est symbolisé d'un bracelet rouge et celui qui est symbolisé d'un bracelet blanc, ça veut dire que c'est l'autre le chef.
Après, il nous a parlé de la vie à proprement parler de là-bas. Il doit faire obligatoirement 2h30 de sport par jour pour rester en forme. Il travaille de 7h30 à 19h30 et à partir de 19h30, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que ce soit appeler des proches ou par exemple jouer de la musique. Oui, jouer de la musique. Il nous a aussi parlé de ses coéquipiers, parce que l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important. Il a terminé en nous disant qu'il est rentré avec Oleg le 2 juin. Il a bien sûr été examiné par les scientifiques pour voir les changements et il a fait aussi de la remise en forme. Voilà tout ce qu'il a globalement dit durant ces 20 minutes où il nous expliquait les images. Ensuite, jusqu'à la fin de la conférence, il y a eu des questions. Certaines ont déjà été posées 300 000 fois, mais d'autres étaient intéressantes, comme par exemple, quel est l'âge maximal pour aller dans l'espace ? Thomas nous a expliqué que pour aller dans l'espace, l'âge maximal est d'environ 60 ans. Mais il nous a aussi parlé d'un homme, John Glenn, qui lui y allait à 77 ans. Moi, à 77 ans, je serais dans mon vieux rocking chair à écouter des vinyles. Voici les vidéos des autres questions qui ont été posées. Je m'excuse par avance de la qualité de l'image qui à un moment devient floue. Mais au moins on a la réponse et je trouve ça plus important d'avoir le son que l'image plutôt que l'inverse. Allez, c'est parti! Voilà, c'est qu'est-ce qu'on ressent quand on voit ce bijou vu d'en haut. Nous, on y habite, on ne se rend pas bien compte. Deuxième chose, pourquoi cette sensibilité pour le changement climatique? Vous avez pris des positions très fortes avec vos tweets, notamment adressés à un président de l'autre côté de l'Atlantique, en lui envoyant une photo des accords de Paris. Cet engagement auprès de l'UNICEF et donc du coup cette sensibilité auprès de la jeunesse, la jeunesse elle est là et j'aimerais bien savoir ce que vous avez à lui dire et potentiellement à nos décideurs. Merci. Maxime Debré, merci. Enseignant-chercheur à l'Université de Rouen. Les enseignants-chercheurs, ils ont toujours des questions un peu longues. C'est une très bonne question et moi je suis content qu'on parle d'environnement parce que j'en ai parlé. Alors on va être clair, dans la station spatiale, on ne fait pas vraiment d'expérience sur l'environnement, mais par contre on a des missions de l'Agence spatiale européenne, de la NASA, qui étudient la planète sous toutes les coutures. On a accès évidemment à toutes ces données-là. Nous, ce qu'on a dans la Station spatiale internationale, c'est cet effet de recul, c'est de voir les choses en vrai. Le réchauffement climatique, 2 degrés par an, bon, voilà, ça parle, on comprend pas, mais tout ça, ça reste assez aride, c'est très loin, on voit pas tellement les conséquences. Nous, on les voit directement. Il y a cet effet de fragilité, c'est un peu une grande gifle de voir la Terre depuis l'orbite terrestre, parce que c'est une oasis de vie dans un monde complètement mort, parce qu'elle est protégée par l'atmosphère qui a l'air d'être la chose la plus ridiculement fragile qu'on puisse imaginer. C'est vraiment une bulle de savon, tu sais. C'est cette fragilité-là que ça donne, parce qu'on voit, on l'a dit, les effets néfastes de l'activité humaine. On voit sur le temps long, moi pendant une mission de 6 mois j'ai pris quelques photos, mais tous mes collègues prennent des photos des glaciers en Patagonie. On ne survole pas les pôles malheureusement, mais on survole les glaciers. On voit nettement la fonte des glaciers, c'est pas, encore une fois, c'est des faits, c'est pas une théorie ou une vue de l'esprit, sont des faits. Donc tout ça, moi j'ai voulu le partager. Tu dis que j'ai fait des tweets à un président de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas vraiment vrai, tu vas me faire avoir des problèmes, je travaille beaucoup avec la NASA quand même. Donc moi j'ai juste emmené la déclaration de l'accord de Paris et je me suis permis de dire que le changement climatique était réel vu depuis l'orbite terrestre et que cet accord, il fallait le respecter. Après, si certains sont vus visés, c'est pas de ma faute. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi, ce que je veux dire aux jeunes, et ce que je dis tout le temps aux jeunes, c'est que tout ça, évidemment que c'est pas une construction, évidemment que c'est pas une vue de l'esprit. Un complot pour faire quoi? Pour avoir une vie meilleure. Tu vois ce que je veux dire? Si on résout ces problèmes-là, on aura une vie meilleure. On aura des technologies plus performantes, on vivra mieux. Donc, à quoi ça arrive? Un complot pour avoir une vie meilleure? Mais à ce moment-là, tant mieux. Je veux dire, même si c'est un complot, on le fait quand même. Tu vois? Donc, ça n'a pas de sens tout ça.
Et moi, c'est ça que j'essaie de dire aux jeunes, ne vous trompez pas, il y a tout sur Internet, moi je l'ai vu, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais du moins je vous raconte mon expérience, si ça vous intéresse, prenez-la. Je le dis aux jeunes, je le dis aux décideurs, alors je ne sais pas lesquels m'écoutent le plus, j'ai l'impression que c'est peut-être les jeunes, mais, mais peut-être que je me trompe, en tout cas je continuerai à le dire. J'essaie de m'engager pour ces causes-là. On m'a demandé, mais pourquoi tu ne prends pas une grande cause que tu soutiens à plein temps? Mais parce que je ne peux pas, malheureusement, parce que moi je suis quand même astronaute de l'Agence spatiale européenne, tout ça c'est dans mon temps libre. Moi ma vocation c'est de faire le travail technique, scientifique, de retourner dans l'espace, mais si je peux agir en tant que alors lanceur d'alerte c'est un bien grand mot, mais sensibilisateur, eh ben écoute, c'est ce que j'ai essayé de faire et je continuerai à le faire, surtout si j'ai la chance de retourner dans la station spatiale. Ce serait super, Oleg, il a eu la chance d'être 2 fois commandeur du Soyouz. Donc moi j'ai fait l'ascension sous ses ordres, en tant que pilote, on va dire. Et il a fait 2 missions de 6 mois à bord de la station spatiale internationale. Il a 2 fois plus d'expérience que moi, donc beaucoup de respect. Et ben, moi j'aimerais bien y retourner, oui. Ça dépend de la participation de la France à tous ces programmes. La station spatiale, on a énormément de recherches à faire. Moi, j'ai eu un sentiment un peu mitigé quand j'ai eu l'impression d'abandonner mes collègues. Il y avait énormément de travail et ça m'a coûté de partir. Évidemment, j'étais content de revenir, mais il y a tellement de choses à faire que oui, moi j'espère que je pourrai y retourner et puis apporter ma petite pierre à ce qu'on fait dans l'espace. Recherche et puis exploration aussi pour préparer les vols du futur. Et ça, j'espère que j'aurai peut-être mon rôle à jouer là-dedans aussi. Et je voudrais savoir si en fait, pour vous, par rapport à votre propre expérience, concilier les deux a été vraiment vital ou vraiment négliger tout ce qui est temps libre, etc. et travailler seulement peut amener à la réussite, ou si vraiment il faut concilier les deux justement pour y réussir. Comment on réussit ce cocktail? Vous l'avez dit, il faut être a priori la réponse déjà, on en a une petite idée. Oui, il faut faire de tout, mais quel est le cocktail? Comment on réussit? Sauf que là, je vais totalement me contredire parce qu'en classe préparatoire, j'ai énormément travaillé. Et ça, c'est aussi un message qui n'est pas forcément marrant, mais que je veux passer. Moi, j'étais pas spécialement brillant à l'école. Par contre, j'étais vachement travailleur. Et ça, Monsieur Descuteaux, qui était mon prof de maths, il te le dira, j'avais pas des notes formidables. Par contre, je travaillais. J'étais un de ceux qui travaillait le plus. Donc ça, c'est important aussi. La prépa, ça t'apprend ça. Ça t'apprend à travailler. Et ça, c'est important. Il y a plein de choses. Enfin, tout est difficile dans la vie. Il y a plein de choses qui sont difficiles. Faire médecine, c'est difficile. Devenir pilote, c'est difficile. Astronaute, évidemment, c'est difficile. Mais tout est difficile. Journaliste, c'est difficile. Il faut le savoir. Moi, je ne le savais pas. Je pensais que c'était facile. Que c'était soit facile, soit impossible. Ben non, tout est possible, mais par contre, tout est difficile. Bon, la manière dont je l'ai vécu, si tu veux que je te réponde précisément, moi, c'était un contrat. Je me suis passé un contrat avec moi-même. Je t'ai dit, je vais faire 2 ans de classe prépa. Je vais faire de mon mieux, comme quoi je me contredis quand même pas totalement, pour mettre toutes les chances de mon côté. Après, ça marche pas. Si ça marche pas, je peux pas m'en vouloir. Si ça marche, tant mieux. Mais il y a des moments dans la vie où mettre toutes les choses de ton côté, ça veut dire faut fournir une grosse dose de travail. Mais ça te servira plus tard. Moi, j'ai vu des gens qui étaient brillants, plus que moi, qui travaillaient moins. Et malheureusement, j'ai peut-être réussi un peu plus. Il ne faut pas négliger le travail. C'est hyper important. Voilà, je suis désolé, c'est pas très... on voulait parler de trucs super sympas, des astronautes qui flottent et tout, et je suis là en train de vous dire, faites vos devoirs. C'est pas hyper cool. Mais c'est vrai, on mettra des trucs sympas après, ne vous inquiétez pas. Avant de venir accepter comme cosmonaute, j'ai été le pilote militaire. К сожалению, наша подготовка не предусматривает регулярные полеты в таком плане, чтобы я сохранил себя именно как военный профессионал. Malheureusement, notre préparation ne permet pas de continuer et rester comme le professionnel militaire. Поэтому в 2012 году я был уволен с воинской службы, и на этом моя летная карьера закончилась. C'est pourquoi dans l'année 2012, j'ai été démissionné comme pilote militaire et ma carrière militaire est finie. Но хочу сказать, что именно моей, наверное, любимой работой, любимой профессией, это была именно профессия военного летчика, поскольку это была большая регулярность полетов, ежедневные, еженедельные полеты. А полет в космос дает уникальную возможность посмотреть на Землю с орбиты. Но, к сожалению, пока не так часто выполняются.
J'aimais beaucoup ce travail de pilote parce que ça m'a permis de faire des vols très fréquents. Bien sûr, le vol dans l'espace, ça a permis voir la planète de loin, admirer la planète, mais ça arrive très, très rarement, pas comme les vols dans l'avion. Pour moi, les plus impressionnantes, les plus importants moments, c'est le lancement de fusée avant l'amarrage de station spatiale et aussi l'atterrissage Oui, non. À l'atterrissage, à la descente, on voit les flammes, j'imagine, par les fenêtres. Oui, et moi je suis d'accord avec Oleg, et évidemment, le lancement c'est impressionnant, mais finalement on est sous la coiffe de la fusée, donc c'est assez aveugle en fait. On sent la fusée qui vibre, on sent qu'on est arraché à la pesanteur terrestre, on accélère, on est de plus en plus écrasé dans le siège, et puis à la séparation de chaque étage de la fusée, 3 étages qui se séparent pour arriver dans l'espace, et bien on a l'impression qu'on prend un sacré coup de pied aux fesses en fait, et parfois on a même l'impression que la fusée retombe, redescend vers le bas, ce qui n'est pas génial en fait. Quand on est en train de décoller en fusée, cette sensation que la fusée redescend, c'est pas top, mais c'est juste que l'accélération diminue tout d'un coup, ensuite reprend quand le deuxième étage s'allume. Donc c'est assez dynamique, ça l'est quand même beaucoup moins que le retour. Le retour c'était vraiment spécial, on a parlé de le vaisseau se sépare en 3 avec des boulons explosifs. Donc, être dans un vaisseau spatial à quelques centaines de kilomètres d'altitude qui explose en 3, c'est quand même assez spécial. On le sent bien passer. On voit c'est normal, hein, on voit des morceaux qui passent le long des hublots. Ensuite, la descente, la rentrée atmosphérique, écrasée dans le ciel, 4G et demi, très très chaud. Les flammes qui obscurcissent complètement les hublots qui sont carbonisés. La sortie du parachute où là la capsule tourne dans tous les sens. Et puis finalement l'atterrissage dont on a parlé tout à l'heure, sous forme de l'atterrissage doux. Les Russes disent, c'est écrit comme ça dans la documentation, atterrissage doux, et qui ressemble plutôt à un accident de voiture. Voilà, donc c'est très dynamique, je me rappelle, on se regardait avec collègues, on souriait parfois, on souriait pas tout le temps, mais au final ça s'est bien passé. C'est un peu risqué quand même, parce que je suis jeune, si dans les années qui viennent, tu vois, je sais pas, je fais n'importe quoi, ton école elle s'appelle Thomas Pesquet, dommage pour toi. Mais non, ça me touche beaucoup. Écoutez, je ne sais pas quelles sont les procédures ou comment ça se passe. En fait, c'est le conseil municipal qui doit décider, mais quand la personne est vivante, il faut déjà son accord. Bon, écoute, oui, bien sûr, dans l'esprit, je te dis oui, il faut régler les choses avec les gens de l'Agence spatiale européenne qui sont là. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va procéder. Mais allez, je te dis oui. Allons-y. École de ramassage. Le problème corporel majeur qu'on a rencontré dans l'espace, écoute, il y en a deux. On a parlé tout à l'heure de l'adaptation du système sanguin, de ce déplacement des fluides. On a parlé surtout de la perte de masse musculaire, de masse osseuse, qui est due à une perte d'activité. Hein. Tu sais, même les muscles qui te permettent là de tenir debout ou assis, les muscles de la colonne vertébrale, nous, dans la station spatiale, on n'a pas besoin de s'en servir. Tout ça, ça tient tout seul. Donc ça s'atrophie. Le troisième problème, ce serait les rayonnements cosmiques. Tu sais, le soleil, il nous éclaire, c'est très bien, mais il rayonne aussi. Tu sais, comme moi, qu'il ne faut pas s'exposer trop au soleil l'été. Tout ça, c'est protégé par l'atmosphère. Quand on n'est pas protégé par l'atmosphère, les rayonnements sont beaucoup plus puissants. Nous, on s'en protège dans la station, mais on a quand même une dose de rayonnement qui est beaucoup plus élevée que quand on est sur Terre, et il faut faire attention à ça, il faut se protéger, parce que trop de rayonnement, ça peut donner des maladies, et à très long terme, avec des très fortes doses, ça donne le cancer. Après toutes ces questions, il y a eu des petits qui ont voulu chanter une chanson à Thomas Pesquet. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Attention au départ, il va décoller, solidement attaché dans sa fusée. Thomas Pesquet et ses équipiers, nous dans l'air ici qu'on va s'y l'année. Sur ces bonnes paroles, tchuss.
Attention au départ, il va décoller. Solidement arraché dans sa fusée. Thomas Pesquet et ses équipiers. Au pied de la scène, très bien.